pour ce webinaire et avec qui nous aimerions voilà, aider, enfin, faire en sorte que cette coalition passe à l'échelle et à la vitesse supérieure. Donc, le but de cet atelier, il est double. C'est à la fois d'identifier les besoins, les bonnes pratiques, les acteurs modèles au niveau de pays africains ou du continent dans le secteur de l'éducation et de la formation au changement climatique en Afrique. Et puis aussi mieux définir le rôle que pourrait prendre cette coalition Climate Change dans cet environnement. Donc pour ça, on va organiser l'atelier en plusieurs temps. D'abord, pendant une première demi-heure, un temps de retour d'expérience, à la fois des expériences issues de notre Pitch Corner, que je vous invite à consulter sur notre site internet. Il y a plus de 50 initiatives climat à retrouver dans des vidéos. Donc ça va être la première partie avec des présentations de retour d'expérience et bien sûr la présentation de David Wijimbus de Office for Climate Education, qui nous parlera d'un projet qu'a conduit l'OCE en Amérique du Sud. Et ensuite, après ce temps, on va faire un temps d'échange où on va se diviser en 3 sous-groupes pour un peu amener un moment un peu plus participatif, mieux connaître les besoins, les acteurs et tout simplement le secteur de l'éducation au changement climatique en Afrique. Et donc, pour cela, je serai assisté de Sandrine, ma collègue, que je salue et que je remercie, et aussi de Mahfoud Diouf de Aider Action qui modérera un sous-groupe. Et puis enfin, on finira par un temps de restitution et de conclusion. Pendant tout cet atelier, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à réagir. On essaiera de prendre le temps d'y répondre. Donc, tout de suite, pour commencer, je donne la parole à Mahfoud Diouf, directeur de l'innovation et de la recherche à Aider Action, pour qu'il puisse un peu nous parler de Aider Action et de l'enjeu stratégique que constitue l'éducation au changement climatique pour l'association. Merci. Mahfoud, on ne t'entend pas. Est-ce que tu nous entends? Alors, tu es en mute. Ah, voilà. Ah, tu es encore en mute, pardon. C'est bon? C'est bon, voilà. OK, donc merci beaucoup Samuel. Donc, je ne vais pas être long parce que c'est 3 minutes. Le but, c'est juste d'introduire un peu quels sont les enjeux qui peuvent nous amener à penser ou en tout cas à réfléchir à l'émergence d'un projet d'éducation et de formation au changement climatique. Bon, pour nous, Aider Action, déjà, on est une ONG internationale donc, qui intervient dans le secteur de l'éducation et de la formation en Afrique de l'Ouest, océan Indien, et puis en Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Voilà, donc nous conduisons autour de 80-100 projets sur des thématiques exclusivement centrées sur l'éducation et la formation. Donc, pourquoi Aider Action s'intéresse à l'éducation et la formation au changement climatique? Parce que simplement, l'éducation, comme vous le savez, nous permet quand même de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour faire des choix durables. Donc, si on veut promouvoir l'éducation au changement climatique, on ne peut pas ignorer la dimension éducative. Elle est essentielle, en tout cas, nous, à nos yeux, elle est fondamentale. Ensuite, l'éducation constitue aussi un facteur d'émancipation, donc qui permet de changer le monde dans lequel nous vivons. Le changement climatique représente une problématique majeure. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut agir. Mais agir, c'est aussi comprendre les enjeux donc, autour de cette problématique du changement climatique. Donc, comment nous pouvons initier des actions qui peuvent soutenir les efforts de développement permettant de construire des sociétés plus résilientes face aux risques climatiques. Il y a un autre enjeu aussi qui est de permettre
aux populations les plus vulnérables d'être au cœur des politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, et notamment de promouvoir l'implication des enfants qui sont des véritables acteurs de changement. Parce qu'en fait, si on veut vraiment travailler à changer les attitudes, les comportements, il faut qu'on commence par les enfants. Je dirais même par les tout petits jusqu'au niveau universitaire. C'est essentiel. Autre chose aussi, c'est que l'éducation peut contribuer au changement profond et véritable des attitudes, ce que je viens de dire en fait. Et ces changements de comportement, en fait, ils sont nécessaires à l'atténuation, à l'adaptation aux effets du changement climatique. Autre élément, c'est que l'éducation peut toujours favoriser la préparation et la réduction des risques. Une éducation peut permettre effectivement de travailler ces aspects liés à la réduction des risques, liés aux catastrophes naturelles, comment on anticipe sur les catastrophes naturelles, comment on promeut la préservation de l'environnement et permettre aussi des transformations lentes dues au changement climatique, parce que tous les jours, on voit des signes qui nous annoncent, en tout cas, des difficultés si nous n'agissons pas aujourd'hui par rapport à cette problématique du changement climatique. Et enfin, on pense que les écoles pourraient devenir de véritables centres de ressources en faveur de l'ensemble des populations locales pour diffuser, partager, suivre et évaluer les connaissances et pratiques liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Voilà un peu les raisons qui nous motivent un peu à vouloir, en tout cas, nous engager dans l'éducation et la formation au changement climatique. Là, c'est des photos illustratives de certaines expériences qui sont développées notamment au Bénin et au Togo. Et je vous remercie. Donc, le temps est très court, donc j'ai essayé de faire vite pour ne pas dépasser les 3 minutes qui me sont imparties. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marfou. On va tout de suite passer à un temps de retour d'expérience, donc en commençant par 2 expériences issues de notre appel à contribution que vous pouvez retrouver dans le Pitch Corner sur notre site internet. Donc, je vais passer d'abord une vidéo d'un projet qui s'appelle Planète Éducation. Et ensuite, on a la chance d'avoir Marine Plessis qui va pouvoir nous en dire plus sur ce projet. Donc, je partage mon écran. Le projet Planète Éducation se met en œuvre en suivant 3 axes d'intervention. Le renforcement de capacités du personnel éducatif. Les outils de sensibilisation adaptés aux problématiques environnementales locales seront reconstruits et les enseignants seront formés à l'utilisation de ces outils et aux techniques d'animation. La sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement. Des ateliers pédagogiques et des activités, comme des séances de plantation d'arbres, seront mises en œuvre dans les écoles. L'intégration de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les cursus scolaires. Les réseaux d'acteurs seront facilités et la diffusion de bonnes pratiques favorisée afin de faire du plaidoyer auprès des autorités locales. Hop, j'arrête le partage d'écran pour laisser la parole à Marine Plessis. Donc, vous travaillez dans l'ONG Planète Urgence, justement, sur le projet Planète Éducation. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous parler un peu plus de ce projet
et notamment des axes 1 et 3. Enfin, donc le premier axe qui est d'outiller et de former les enseignants. Nous, on travaille avec un partenaire béninois qui s'appelle Lima Bénin ONG, qui fait de la sensibilisation à l'environnement dans le nord du pays. Et ils se sont rendus compte au cours de leurs interventions que même s'il y avait des volontés politiques et des volontés des enseignants de mettre en place des choses liées au développement durable, il n'y avait pas forcément les outils en face qui étaient existants et il n'y avait pas non plus les capacités d'animation et les compétences d'animation qui étaient là. Donc, on a vraiment travaillé en trinôme avec notre partenaire béninois et un partenaire français spécialiste en pédagogie sur les thématiques de l'éducation à l'environnement qui s'appelle IGREN. Et tous les trois, on a travaillé pour co-construire des guides qui soient adaptés aux problématiques environnementales locales, pour que les enfants vraiment s'y retrouvent et comprennent ce qui se passe, mais aussi adaptés au contexte culturel et sociologique et ne pas arriver avec des outils qui ne sont pas adaptés aux réalités sur place. Donc ça, c'était vraiment important. On a travaillé ça en concertation aussi avec l'inspection académique, qui est un de nos partenaires clés dans la mise en place de ce projet pour ne pas aller à l'encontre de ce qui se fait déjà par les autorités locales. Donc c'était vraiment un travail en co-construction et c'était vraiment ce qui permettait d'assurer la pérennité du projet, et de se dire que ça allait se poursuivre dans le temps en renforçant les capacités et de notre partenaire et des enseignants. Et je voulais compléter aussi l'axe 3, qui est la diffusion des bonnes pratiques. Nous, on est persuadés qu'il y a plein de petites initiatives locales qui se mettent en place, mais qui ne sont pas forcément en concertation. On sait qu'il y a plusieurs acteurs qui font des choses. On en a rencontré au cours de notre enquête de terrain. Et en fait, on se dit comment faciliter ça, comment faire plus se parler les gens, mais aussi comment se faire plus se parler les enseignants. Parce que nous, on travaille avec des enseignants dans 10 écoles, mais qui en fait ne se connaissent pas. Et là, le projet va aussi leur permettre d'être plus en lien entre eux pour se partager des bonnes pratiques, se partager des conseils, se partager des difficultés qu'ils ont et s'entraider et essayer de développer des démarches d'entraide. Et enfin, une partie vraiment de plaidoyer auprès des autorités pour qu'en fait, ce type de projet soit vraiment intégré à des cursus scolaires. Aujourd'hui, il y a des volontés, mais il n'y a pas forcément les moyens en face, alors que c'est l'avenir. Je partage tout à fait ce que disait Mahfoud Diouf de Aide et Action. Enfin, c'est en commençant directement dès le plus jeune âge dans les écoles qu'on va perpétuer ces changements. Et en fait, le futur du développement, il est aussi sûrement par la prise en compte du climat, de la biodiversité et de son environnement propre. Donc c'est pour ça qu'on y croit et je suis ravie d'être avec vous pour pouvoir partager ça, répondre à vos questions si vous en avez, mais surtout essayer de créer des émulations et qu'on travaille peut-être plus main dans la main tous ensemble pour la diffusion de l'éducation au changement climatique en Afrique en tout cas. Merci beaucoup. On est tout à fait dans l'esprit de la coalition Climate Change. Merci pour ce retour d'expérience. On va regarder une deuxième vidéo issue de l'appel à contribution. Et alors, est-ce que M. Fall est ici pour parler du projet de Green Campus à l'Université de Dakar? Je ne crois pas que je le vois. Bon, on va diffuser la vidéo comme ce qui était prévu. Et puis, malheureusement, on n'aura peut-être pas d'explications supplémentaires et complémentaires, mais ça vous permettra déjà d'avoir une idée de projets menés dans le campus, sur le campus de l'Université de Dakar. Le directeur Magasin, dès sa nomination à la tête du Centre des œuvres universitaires de Dakar, a créé pour la première fois dans l'histoire du COUD un département qu'on appelle le département de l'environnement. Et ce département est subdivisé en 2 services. Le premier service, c'est le service de la salubrité. Qui dit salubrité dit déchets. Ce service s'occupe du nettoiement des pavillons et des campus sociaux. Mais aussi à côté, nous avons ce que l'on appelle le service de la gestion des espaces verts.
le directeur a assigné au département de l'environnement, nouvellement créé, des missions. Parmi ces missions, on peut citer un plan de préservation et de gestion des déchets. Mais aussi, nous avons un plan de préservation et de gestion des espaces verts. Nous avons aussi un plan de gestion et d'amélioration du cadre de vie. Nous avons aussi des objectifs. Bon, étant bien entendu, ce sont des objectifs du directeur. Le directeur s'est fixé comme objectif un campus vert, un green campus, un plan pour le cours. Mais aussi, nous avons comme objectif l'assainissement des campus. Mais aussi, nous avons la valorisation des déchets, mais aussi, nous avons un objectif phare qui est la certification ISO 14001. La somme de toutes ces réalisations contribue à la lutte contre le réchauffement climatique au Sénégal et en Afrique. Voilà donc pour le centre des œuvres universitaires de Dakar qui donc mène ce projet de Green Campus avec ce nouveau département de l'environnement. Monsieur Fall, je crois, n'est pas arrivé entre-temps. On va donc tout de suite enchaîner sur la présentation de David Wilgenbus, donc directeur de l'Office for Climate Education, qui va nous parler notamment du projet ALEC en Amérique du Sud et plus généralement de toute l'action de Office for Climate Education. David, c'est à vous. Je partage mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon, ouais. C'est bon. Très bien. Merci de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu des challenges que pose l'éducation au changement climatique, du retour d'expérience que l'on a, en particulier dans le cadre de notre projet en Amérique latine. Donc, je suis David Wilgenbus, le directeur de l'OCE. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour vous dire qu'à la fin, vous aurez bien sûr accès au diaporama. Et si vous voulez retrouver les sources des informations que je vais vous citer, il y a un certain nombre de rapports ou d'études qui sont mentionnées ici. Alors, donc, on est tous d'accord, ici présents, mais aussi plus généralement au niveau on va dire de la société en général, qu'il s'agit du grand public, des décideurs, etc., sur le fait que l'éducation au changement climatique est une nécessité. On le voit dans l'accord de Paris, l'article 12. On le voit dans l'engagement des académies des sciences à travers cet engagement de l'IAP qui fédère toutes les académies des sciences qui veulent soutenir le monde de l'éducation là-dessus. On le voit à travers la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Enfin bref, il y a un contexte international qui est extrêmement favorable pour déployer l'éducation au changement climatique. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, finalement, sur le terrain, il se passe très peu de choses. Alors, il y a plusieurs façons de s'en rendre compte. Premièrement, là, il y a une étude très récente de l'UNESCO qui montre que dans la partie très générale, sensibilisation des publics au changement climatique, il y a beaucoup de composantes, les actions vers les décideurs, vers les médias, le grand public, l'éducation au sens scolaire du terme. Finalement, tout le monde à peu près fait de la sensibilisation, mais la partie éducative, vous voyez, elle est ici, elle est très peu développée comparée à d'autres. Finalement, sur le changement climatique, à l'école, il se fait pas grand-chose. Une autre façon de voir, plutôt que de regarder des grands rapports institutionnels, c'est de regarder les résultats des acteurs de terrain. Alors moi, je travaille avec un réseau qui s'appelle Éco-École, qui compte à peu près 60 000 établissements dans le monde. Il y en a 3 000 en France. Alors, en fait,
dans tous les pays. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les éco-écoles, pour être labellisées éco-écoles, chaque année, elles doivent mettre en œuvre un projet particulier et elles doivent expliquer sur quelle thématique elles vont travailler. Et en fait, là, on voit l'année dernière la répartition des projets choisis par les éco-écoles. Donc là, on a affaire à des gens qui sont très sensibilisés à l'éducation à l'environnement. Et en fait, on voit que le climat, il n'y a que 2% des éco-écoles qui travaillent sur le climat. Les thèmes les plus à la mode, c'est les déchets, la biodiversité. D'ailleurs, des choses très, très similaires à ce qu'on vient de voir dans la vidéo juste avant. C'est des thèmes assez classiques. Et en fait, la question, c'est de savoir pourquoi ces thèmes-là sont choisis et surtout pourquoi le changement climatique, personne n'en parle. Donc, c'est là que je voudrais un petit peu développer. Qu'est-ce qui finalement est difficile dans l'éducation au changement climatique? Pourquoi si peu de classes, si peu d'enseignants travaillent sur ces thèmes? Une première difficulté, alors qui est pas vraie en Afrique, mais qui est très présente en Europe et on va dire en Occident d'une façon générale, c'est que déjà, il y a pas mal d'enseignants qui ne se sentent pas concernés par ça. En fait, on voit sur cette carte que, grosso modo, plus vous habitez dans un pays qui émet des gaz à effet de serre, moins vous vous sentez concerné par le changement climatique, ce qui est quand même assez paradoxal. Et bien sûr, en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, on émet peu de CO2, mais par contre, on supporte beaucoup les conséquences du changement climatique. Donc là, évidemment, les populations sont plus concernées. Mais d'un point de vue, en tout cas dans l'Occident, ça c'est un frein qui est important. Il y a des enseignants qui ne voient tout simplement pas la nécessité de travailler là-dessus. C'est de moins en moins vrai, il faut remarquer. Un deuxième aspect, qui est un aspect moins personnel, qui est plutôt une question sociétale. On l'a vu ces dernières années, moins l'année dernière à cause du Covid, mais les années précédentes, il y a un soulèvement assez important de la jeunesse un peu partout dans le monde, qui fait que les enseignants, en tout cas certains d'entre eux, peuvent se sentir assez mal à l'aise parce que l'action climatique peut être vécue comme étant une action militante, d'activiste, etc. Et l'école, c'est pas le lieu pour être militant ou activiste. L'école, c'est là pour éduquer et pas pour militer. Et certains enseignants, du coup, se sentent assez mal à l'aise avec des thématiques qui sont vécues comme étant controversées, etc. Donc ça, c'est un deuxième frein. Il y a des freins qui sont davantage didactiques que sociétaux. Et notamment le changement climatique, c'est un thème qui est très mal compris, y compris chez les enseignants, qui pensent bien connaître le sujet. Moi, je crois que j'ai dû faire 500 formations de profs de primaire, de collège, de lycée et d'université ces 10 dernières années sur le climat. Et je peux vous assurer que les 3/4, même ceux qui pensent être des spécialistes du sujet, les 3/4 connaissent très mal le sujet. Ça, c'est une petite enquête très simple faite auprès d'enseignants en France, qui sont pourtant plutôt bien formés initialement. On leur demande de relier le changement climatique à une cause possible, et vous allez voir que en fait, les gaz à effet de serre, c'est 13% des réponses, mais par contre, la couche d'ozone, la pollution, les déchets, etc. Donc, il y a beaucoup d'enseignants, ils savent que le climat se réchauffe, mais en fait, ils ne savent pas pourquoi. Et y compris ceux qui pensent savoir pourquoi, et ceux qui sont censés l'enseigner, finalement, en fait, c'est une thématique qu'ils ne comprennent pas. Et c'est normal, puisqu'en fait, c'est une thématique qu'eux-mêmes n'ont jamais étudiée à l'école, ni au lycée, ni à l'université. Donc, en fait, ils ne connaissent pas, ou en tout cas, ils connaissent mal le sujet. Donc ça, c'est un frein qui est important. Autre problème d'ordre didactique, c'est que le changement climatique, c'est une problématique qui est à la fois de grande échelle, au sens spatial, c'est quelque chose de global. Bien sûr, il y a des manifestations locales, mais c'est un phénomène global et c'est un phénomène diffus et de long terme. Quand on travaille sur les déchets, ce qu'on voit, c'est local, et quand on agit, ça a des effets immédiats, visibles et à court terme. C'est très facile d'agir sur les déchets. Agir sur le climat, c'est diffus, ça ne se voit pas, et en plus, c'est du long terme, c'est des décennies. Donc, c'est très difficile à appréhender, et d'un point de vue cognitif pour les élèves, c'est beaucoup plus compliqué de penser des choses à des grandes échelles de temps et d'espace que des choses qui sont locales et immédiates. Donc là, il y a des freins aussi plutôt cognitifs. Enfin, il y a un frein qu'il ne faut pas négliger, qui est que dans les curricula, dans les programmes scolaires et dans les pratiques même, l'éducation au changement climatique, c'est quelque chose qui est très mal défini. C'est-à-dire que même les objectifs même de l'éducation au changement climatique
personne ne les a vraiment définis. Certains pensent qu'il faut mettre l'accent sur la compréhension des phénomènes, donc c'est vraiment l'enseignement des sciences au cœur de ça. D'autres vont penser que non, ce qui est important, c'est qu'on agisse à l'école. Donc là, on va être davantage dans de l'action, dans de la pédagogie de projet. D'autres vont penser que non, ce qui est important, c'est vraiment développer l'esprit critique parce qu'il y a tellement de désinformation sur le climat, etc., que c'est ça qu'il faut travailler. Et d'autres qui pensent que c'est un petit peu tout. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a aucun texte international qui fasse consensus, qui dise une bonne éducation au changement climatique, ce serait ça. Ça n'existe pas, un tel texte. Donc voilà, c'est un champ, c'est une sorte de discipline, on va dire, qui est mal définie, qui pose tout un tas de problèmes et qui fait que les enseignants ne sont pas à l'aise avec ça. Et puis bien sûr, il y a des problèmes plus systémiques, qui est que la présence du thème changement climatique dans les programmes scolaires est soit complètement inexistante, soit très faible. On voit ici dans une évaluation très très récente faite par l'UNESCO sur l'ensemble des programmes scolaires dans le monde, on voit que sur le changement climatique, alors pour avoir une présence ici moderate, hein, donc une présence, on va dire, moyenne, médiocre du changement climatique dans les programmes scolaires, c'est 3%, mais sinon l'écrasante majorité, c'est soit très faible, soit carrément inexistante sur le changement climatique. Donc évidemment, comme ce n'est pas dans les programmes scolaires, il n'y a pas d'outils pédagogiques, et comme ce n'est pas dans les programmes scolaires, il n'y a pas de formation d'enseignants, en tout cas très peu. Donc évidemment, tout ça, ça pose des problèmes importants. Les enseignants ont aussi du mal à justifier qu'ils vont devoir passer du temps à traiter ce thème qui n'est pas dans les programmes. Il y a un dernier problème, mais qui est presque une opportunité plus qu'un problème ce coup-ci, c'est que le changement climatique, c'est un phénomène sur le temps long. Hein, on n'est pas en train de parler des problèmes qu'on va résoudre l'année prochaine. On sait que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura encore à traiter ce problème, malheureusement. Et puis, on sait aussi que changer les pratiques pédagogiques, c'est du temps long. Changer les pratiques, là, il y a énormément de recherches faites en sciences de l'éducation dans tous les pays du monde. On ne change pas les pratiques pédagogiques du jour au lendemain. Typiquement, les temps caractéristiques, c'est 10 ans ou 20 ans pour changer les pratiques. Ça ne suffit pas de mettre les choses dans les programmes. Donc, de toute façon, c'est une thématique qui va nous accompagner pendant un petit moment, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite, justement parce que ça va être long à se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, je vais essayer de vous faire un petit retour d'expérience. Enfin, je vais mélanger à la fois du retour d'expérience de l'Office for Climate Education, des différents projets qu'on mène, et aussi de retour d'expérience qu'on peut avoir dans des enquêtes qui ont été faites par des organismes internationaux qui travaillent sur ça. Notamment, je vais mélanger en fait des données qui viennent de 3 enquêtes, une conduite par ALEA, qui est ALEA, c'est All European Academies, c'est l'ensemble des académies des sciences en Europe, l'UNESCO et puis l'IAP, qui est la Fédération des académies des sciences dans le monde, qui se sont beaucoup penchés sur cette question. Bon, la première chose, c'est que la sensibilisation du public, c'est bien, mais en fait, ce qui est le plus important, ce qui ressort de ces enquêtes, ce qui est fondamental, c'est l'éducation à l'école. On en est tous convaincus ici, hein, c'est pour ça qu'on est dans cet atelier. Mais autant le dire franchement. Ce qui ressort aussi de toutes ces enquêtes, c'est qu'en fait, même si le changement climatique, même si le climat, c'est un thème un peu complexe, il faut commencer dès le plus jeune âge et dès l'école primaire. Les acteurs clés dans tout ça, c'est les profs. C'est-à-dire que si on doit vraiment mettre le paquet quelque part, il faut mettre le paquet sur les enseignants, c'est-à-dire la formation des profs, l'accompagnement et la mise à disposition d'outils pédagogiques de qualité pour ces profs. Peut-être quelque chose dont vous avez moins conscience, en tout cas certains d'entre vous, peut-être, c'est la notion de controverse qui est associée encore aujourd'hui au changement climatique. Et en fait, une des façons de résoudre ce problème, c'est de se baser sur les rapports du GIEC qui aujourd'hui sont considérés comme étant la connaissance la plus impartiale, la plus à jour et la plus communément admise sur les changements climatiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ressort très fort, c'est que enseigner le changement climatique, si possible, il faudrait le faire en utilisant des pédagogies actives, c'est-à-dire la démarche d'investigation scientifique, travailler sur l'esprit critique, la nature de la science, et aussi mettre en œuvre et développer de la pédagogie de projet. Donc, il n'y a pas, encore une fois, un programme standard qui définisse tout ça, mais c'est des recommandations qu'on croise un peu, qu'on voit un petit peu partout.
Enfin, quelque chose de très important, qui est que, bien sûr, c'est important d'étudier l'origine du phénomène, les mécanismes en jeu, etc. Mais il faut développer, il faut passer du temps sur travailler sur les solutions, en particulier l'adaptation et l'atténuation. Alors l'atténuation, ça va surtout concerner les pays développés qui émettent beaucoup de carbone. On ne va pas demander à des classes, à des enfants du Bénin de limiter leur empreinte carbone, ça n'a aucun sens. C'est aux enfants français ou américains qu'il faut demander ça. Mais par contre, en Afrique, ce qui va être très important, c'est à l'école, c'est d'insister sur l'adaptation, parce que malgré nos efforts, le changement climatique va avoir lieu, et donc il faut s'y adapter. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête dès le départ quand on va penser des projets comme ça. Mettre en place de l'éducation au changement climatique dans les écoles aujourd'hui, on sait que ça a un effet qui est un peu pervers, qui est ça augmente, ça augmente l'anxiété, à tel point qu'aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété ou de solastalgie. Bref, on crée une sorte d'angoisse en fait chez les jeunes liée à un futur qui est dépeint comme étant assez peu positif. D'où l'importance justement de travailler sur les solutions, beaucoup plus que sur les phénomènes eux-mêmes. Alors, je vais vous parler très très vite d'un projet qui s'appelle ALEC, pour América Latina para Educación Climática, donc l'éducation au changement climatique en Amérique latine. C'est un projet de 5 ans qui vient de démarrer. Donc, bon, il a démarré en pleine pandémie de Covid, donc c'est pas forcément la meilleure période pour démarrer un projet international, mais enfin c'est comme ça. Donc là, on est dans la 2e année du projet et c'est un projet qui touche 4 pays, en fait 2 pays principaux, le Mexique, la Colombie, et puis 2 pays un petit peu secondaires, le Chili et le Pérou. C'est un projet d'un budget de 4 millions d'euros sur les 5 ans. Il y a une 12aine de partenaires. Donc nous, OCE, Office for Climate Education, on est le coordinateur du projet, c'est nous qui l'avons monté, c'est nous qui sommes allés chercher les fonds et c'est nous qui avons rassemblé les partenaires. Mais en fait, la plupart des acteurs de ce projet sont des acteurs locaux en Amérique latine. L'OCE est le seul partenaire français du projet. Les autres partenaires, ce sont des partenaires locaux. Et l'objectif de ce projet, c'est de toucher à peu près 15 000 classes. C'est quelque chose que je trouve important d'avoir en tête quand on veut monter un projet opérationnel comme ça. Il faut viser la bonne taille. Il ne faut pas chercher à toucher toutes les écoles d'un pays. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'ONG de faire ça. C'est le rôle d'un ministère de l'Éducation de faire ça. Mais les ministères ne peuvent pas faire ce genre de choses parce que les ministères sont des structures qui sont relativement peu agiles en termes d'innovation. Donc, pour développer des choses nouvelles, des acteurs comme des ONG sont beaucoup plus pertinents que des ministères. Par contre, les ministères doivent soutenir ce genre d'action, soutenir l'innovation et si elle fonctionne, ensuite la généraliser. Et donc, c'est pas la peine de viser des centaines de milliers de classes, des millions d'enfants, etc., ou des dizaines de millions d'enfants, mais il faut que l'échelle du projet soit suffisante pour qu'on puisse à la fin savoir si le projet est généralisable ou pas. Et donc, pour ça, faire un projet avec quelques dizaines de profs, c'est très, très bien à petite échelle, mais en fait, ça ne permet pas ensuite le passage à l'échelle. C'est très bien pour innover, mais voilà. Donc, une échelle intermédiaire qui serait de viser quelques centaines d'enseignants ou quelques milliers d'enseignants me paraît plus pertinente si on veut produire un projet un petit peu d'ampleur. Pour moi, c'est la bonne taille, en fait. Bien sûr, chacun a ses propres préférences. En tout cas, mon avis, c'est que viser quelques centaines ou quelques milliers de classes, c'est une échelle intéressante. Quelques recommandations, des retours d'expérience qu'on a sur un projet comme ça. La première recommandation, si je devais en faire une, ça serait de rester modeste. C'est-à-dire ne pas chercher à monter un projet international qui va rassembler 10 pays, 3 partenaires par pays. Enfin, quand on fait ça, on fait des usines à gaz et ça ne fonctionne pas bien. Et dans notre projet, même s'il est plus simple que ce que je viens de vous dire, c'est déjà quelque chose qui a une difficulté. Il y a trop de partenaires dans un projet comme ça. Et donc mon conseil, ce serait de se limiter à 1, 2 pays, peut-être 3 maximum, si on devait faire une initiative internationale. Et dans chaque pays, d'être sur 1, 2 et 3 partenaires grand maximum par pays pour essayer de ne pas avoir une inflation terrible du nombre de partenaires, ce qui complique beaucoup la tâche dans le projet. Et puis surtout, plus il y a de partenaires, moins il y a d'argent pour chaque partenaire. Et en fait, au bout d'un moment,
On est tellement nombreux qu'on est obligé de saupoudrer les moyens et à un certain moment, c'est plus efficace. Avec des moyens très saupoudrés, on ne peut plus rien faire au bout d'un moment. Donc, il vaut mieux pas être trop nombreux. Et bien sûr, mettre l'accent sur les partenaires locaux le plus possible. C'est très bien d'avoir un partenaire international comme l'OCDE ou un autre, mais ce qui va vraiment être la clé, c'est les partenaires locaux. Et si possible, avoir des partenaires qui soient des ONG, plus que des ministères de l'éducation ou des grandes universités, etc. Alors, c'est très important que des ministères et des universités soient dans la boucle pour apporter de l'expertise, pour apporter du soutien, et puis pour permettre ensuite la généralisation. Il faut que les autorités supportent ce projet. Mais ce n'est pas eux qui vont faire le projet pour les raisons que j'expliquais avant. Donc, pour moi, vraiment les partenaires clés dans un projet comme ça, c'est des ONG. Donc, j'étais ravi de voir la présence de Aide et Action parce que c'est typiquement le genre d'acteur qui peut faire la différence sur le terrain. Un autre conseil qui a l'air de rien, mais quand on définit un projet comme ça, on a intérêt à être très très clair dès le départ sur les objectifs du projet, y compris quantitatifs. C'est pas juste le nombre de classes, c'est quand on dit on veut former des profs, qu'est-ce que ça veut dire former des profs? Est-ce que c'est leur donner une formation de 2 heures ou 2 jours ou 2 semaines? On ne fait pas du tout la même chose, ça ne coûte pas du tout le même. Enfin, c'est pas les mêmes enveloppes. Et ça, il vaut mieux se mettre d'accord au tout début. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'est des problèmes à venir dans un projet quand il va falloir discuter de répartition du budget, etc. Si vous avez des partenaires qui disent j'ai formé un prof en ayant passé 2 heures et qu'à côté, vous avez un autre partenaire qui vous dit moi, pour former un prof, j'ai besoin de 2 semaines, vous allez avoir des soucis. Parce que, enfin, je vous dis ça parce que nous, on a eu des soucis. Donc c'est juste un retour d'expérience. Et donc, voilà, pour résumer un petit peu de mon point de vue, un projet intéressant, mais qui va dans le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure comme témoignage. C'est à la fois des projets qui doivent contenir des pédagogies actives, une approche multidisciplinaire, passer beaucoup de temps et d'efforts à travailler sur l'accompagnement et la formation des enseignants, commencer par former les formateurs des enseignants plutôt que former directement les enseignants, c'est plus efficace. Et bien sûr, compter sur les partenaires locaux. Enfin, dernière chose que je voulais vous dire, après, promis, je m'arrête. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que il ne s'agit pas seulement de travailler sur les contenus d'enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce que le prof va faire dans sa classe. Ça, c'est un aspect très important, peut-être le plus important, mais c'est un seul aspect de la question. Il y a d'autres aspects qui sont tout aussi importants, qui est la gouvernance de l'école, les partenariats autour de l'école. Si on veut faire de l'éducation au changement climatique, il va falloir que ces projets impliquent la communauté, les parents, les collectivités, etc., ne serait-ce que parce qu'on veut que ça vise à certaines actions. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dès le départ et inclure dès le départ dans le projet. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager. C'est une sorte de retour d'expérience un petit peu sur ce que nous, on a pu faire, soit en Europe, soit en Amérique latine. On n'a pas de projet opérationnel en Afrique, pas pour le moment en tout cas, mais c'est notre souhait d'en faire et de rejoindre des acteurs locaux qui pourraient porter des projets comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention dans ce genre de projet, sinon, c'est des projets qui sont difficiles à mettre en œuvre, donc autant mettre ses chances de son côté. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, David, à la fois pour ce cadrage général du sujet et ce retour d'expérience très instructif sur ALEC, sur lequel on vous souhaite beaucoup de réussite avec Office for Climate Education. J'ai une question qui vient du chat à laquelle vous pouvez peut-être répondre tout de suite. Abdelhadi Benis demande: est-ce que les gouvernements et ministres concernés, donc j'imagine par le projet ALEC, des pays concernés par le projet ALEC, sont convaincus de l'éducation sur le changement climatique, et faut-il commencer par le plaidoyer auprès des décideurs? Donc en fait, oui, la question un peu pourquoi OCE a choisi une approche terrain, concrète, formation, plutôt qu'une approche plaidoyer peut-être plus systémique? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, mais c'est une excellente question. C'est une question d'ailleurs qu'on s'est posée à de nombreuses reprises. Il y a 2 façons de répondre à ça. La première, c'est que c'est des projets qui sont suffisamment difficiles
pour que on n'ajoute pas de la difficulté à la difficulté. Et donc, on s'est dit déjà, si on doit démarrer par un projet comme ça, il faut le faire dans un cadre qui est déjà favorable. Donc, on va avoir tendance à travailler avec des pays dont on sait qu'il y a déjà, non pas forcément une volonté très forte, mais au moins un embryon de quelque chose, et qu'on n'est pas complètement à contre-courant. Ça, c'est vraiment important. Il faut l'acceptabilité à la fois des institutions locales, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement, et il faut l'acceptabilité aussi des familles. Donc, on a fait une étude générale sur l'Amérique latine et à la fois sur l'évolution des mentalités, du grand public, les pouvoirs publics, les programmes scolaires, etc. On n'est pas allé là où c'est parfait, parce que si c'est parfait, il n'y a rien à faire, ils n'ont pas besoin de nous. On est allé à des endroits où on s'est dit, bon, là, il y a quelque chose à faire, il manque quelque chose, mais il y a déjà quelque chose sur lequel on peut construire. Et le minimum du minimum, c'est d'avoir des pouvoirs publics qui sont en soutien d'une action comme ça. On ne peut pas aller contre eux. Encore une fois, je pense que ce n'est pas ces acteurs-là qui vont déployer des projets. Ils ne peuvent pas, en fait. Ils n'ont pas la bonne échelle pour faire ça. Ils ne peuvent pas déployer des projets, ils ne peuvent pas innover. Mais par contre, si vous les avez contre vous, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut absolument être dans un contexte où ils sont avec vous. Il faut les associer au projet et ce n'est pas eux qui opérationnalisent le projet. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer maintenant au deuxième temps de cet atelier, c'est-à-dire la répartition en 3 sous-groupes de discussion pour un petit peu digérer cette présentation de David et des projets de Planète Urgence et du COUD à Dakar, et essayer de réfléchir à qu'est-ce qui en Afrique, quels sont les besoins en termes d'éducation au changement climatique, quels sont éventuellement les acteurs clés dans ce secteur avec lesquels il serait intéressant de dialoguer en tant que coalition éducation. Et puis, dans un deuxième temps, un peu plus voir quel pourrait être le rôle de la coalition éducation de Climate Change dans l'éducation et la formation au changement climatique en Afrique. Donc, vous allez avoir la possibilité d'entrer dans un groupe de discussion. Il y a 2 groupes francophones et un groupe anglophone. Donc, choisissez bien le groupe qui correspond à votre langue. Donc, on peut envoyer. Ouais, très bien. Oui, oui, tu peux intervenir. Hello, everyone. You should be seeing 3 groups on your screen right now. In the breakout room option, or in French, it should be called Diviser en groupe. Please select the group according to your language. Group 1 is going to be in French. Group 2 is also going to be in French. Group 3 is going to be in English. All the groups are going to discuss the same questions. It is just a matter of language. If you're connected from a laptop, please look for the option that says breakout room on the bottom of your screen, or diviser en groupe if your computer is in French. If it's on your mobile phone, look for a similar icon with 4 little squares that say diviser en groupe or join a breakout room. Tanya? Oui. Can you hear me? Because I'm clicking on room 3, Mm-hmm. but nothing's happening. I'll try adding you. If you're having difficulty joining one of the groups, please let us know in the chat which language you would prefer. I'm not in.
pour mettre vos micros, c'est le mieux. Et essayez évidemment de ne pas couper la parole et de respecter les interventions de tout le monde. Donc, on va faire ça un peu en 2 temps. 15 minutes sur l'identification des besoins des publics prioritaires, de pays prioritaires, des acteurs clés de l'éducation au changement climatique en Afrique. Et puis, 15 minutes sur le rôle que pourrait avoir la coalition Climate Change dans l'éducation au changement climatique en Afrique. Donc, normalement, moi, j'anime ce sous-groupe. Dans le groupe 1, qui est francophone aussi, il y a Mahfoud Diouf. Et dans le groupe 3, qui est anglophone, il y a Sandrine. Et je vois que Ben Oni veut aller dans le groupe 3. Et je vais essayer. Normalement, ma collègue Tania va pouvoir vous déplacer. Pour commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour prendre en note ce qu'on va dire ici pendant ces quelques minutes et ensuite le restituer à l'ensemble de l'assistance? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre des notes, de noter un peu ce qu'on va se dire et ensuite de le restituer? Alors, je ne vois personne qui se manifeste. Personne n'a envie de prendre des notes pour ce qu'on va se dire ici. Alors, on va s'en charger si personne ne veut le faire. Bon, alors pour cette première partie, pour un petit peu cadrer le sujet, on peut peut-être essayer de chacun prendre la parole et en un tour de table comme ça, en 1 minute, hein, essayez de vraiment pas parler trop longtemps. Voilà, un peu dire selon votre expérience personnelle quels sont les besoins en termes d'éducation au changement climatique en Afrique, les publics cibles prioritaires. Est-ce qu'il faut d'abord, comme le disait David, est-ce qu'on cible d'abord la formation des enseignants ou est-ce que, selon vous, c'est plutôt directement dans les écoles, dans les lycées qu'il faut intervenir ou même la petite enfance ou le grand public? Voilà, un petit peu avoir votre avis sur les besoins d'éducation au changement climatique, que ce soit sur le continent africain ou dans votre pays. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole et s'exprimer sur ce sujet? Ah, va pas falloir me laisser tout seul, hein. Donc, nous avons dans ce groupe Alassane Ndiaye, Amadi Barofai, Ambroisine Azodo Dassi, Angaman Paulin Boadi, Ben Oni, Bintou Diarra, Boukar Diouf, Eladji Ibrahima Diaou, Abibatou Touré, Ousmane Touré, Youssoufa Ndiaye, Agbeko Wenye Guillaume Messia. Est-ce qu'un d'entre vous veut prendre la parole pour parler un petit peu de, par exemple, de ce qu'il fait en termes d'éducation au changement climatique ou alors tout simplement pourquoi il est là, pourquoi il est intéressé par cet atelier? Bonjour, bonsoir. Bonjour. Je suis Ambroisine Memede Azado Dassi. Moi, je suis journaliste, je m'intéresse à la question, donc je suis là pour apprendre. Mais déjà, je peux dire que on peut déjà commencer au sein des curricula à intégrer les notions environnementales, à mener déjà la pépinière à avoir de bons comportements envers l'environnement. Ainsi, on pourra progressivement les amener à grandir déjà avec de bonnes pratiques. Outre le fait
d'insérer des formations, des formateurs. Je pense que si nous formons déjà les enfants à la base, déjà les amener, pourquoi pas à travers de petits projets de reboisement scolaire. Moi, je suis directrice d'une agence de presse et nous parlons de la santé, de la sécurité, de l'environnement. Bon, les agences parlent de tout, mais sur ces sujets-là, nous intervenons de façon directe sans qu'on nous invite forcément. Et donc, nous avons, depuis 2015, commencé un petit projet de reboisement scolaire. Et nous avons constaté que les enfants sont intéressés par la chose. Lors de nos rencontres avec les enfants, nous faisons de la sensibilisation et nous offrons des plans que les enfants mettent en terre dans les écoles. Et l'un des enfants nous a par exemple dit que si on ne plantait pas des arbres, eh bien les oiseaux n'auront pas d'habitation, n'auront pas. Donc, on a vu que pour ces enfants-là, c'est quelque chose d'important. Et donc, je crois que ces petits projets sont des pratiques à encourager déjà au niveau des établissements scolaires. Les amener à comprendre ce que c'est que l'environnement, son importance, comment préserver l'environnement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et les notions de propreté à l'endroit de l'environnement, la gestion des déchets, comment trier les déchets. Les enfants, pour nous, sont les meilleurs enseignants et pour les parents. Et donc, voilà ce que moi, je peux dire sur le sujet. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, l'importance de sensibilisation par des projets très concrets comme des plantations d'arbres ou des projets autour des déchets, ça peut être une première étape pour la sensibilisation de l'enfant. Et après, dans le but peut-être aussi d'aller vers des actions plus systémiques d'intégration de la problématique du changement climatique dans le curricula. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Peut-être qu'il y a des gens qui font des projets similaires ou différents d'ailleurs. Si vous voulez réagir à... Alors, je vois Abibatou Touré qui a levé la main. Bonjour. Oui, on vous entend. Ah, ça c'est Angaman. Abibatou Touré. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Habibatou Touré, je suis environnementaliste. Je travaille au compte d'une ONG locale, Mali Folk Center Nyata. Nous intervenons dans tout ce qui est environnement, énergie renouvelable. Et récemment, on a initié au fait un programme au sein de l'ONG concernant l'éducation environnementale au fait des enfants. Et je veux juste vous donner un exemple. On a commencé à faire l'éducation environnementale dans des villages dans la région de Koulikoro, au Mali. Et c'était de sensibiliser les enfants par rapport à tout ce concernant la pollution plastique et les conséquences, les dangers aussi de la déforestation et quels sont les avantages du reboisement. Et aussi tout ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et c'est un projet qui commence vraiment à marcher et les enfants apprennent beaucoup. Et ça nous a permis aussi de sensibiliser les enfants par rapport aux dangers des sachets plastiques. Parce qu'au Mali, on a tous tendance à jeter nos ordures, surtout dans les caniveaux, dans la rue, partout où nous passons. Et donc, on a sensibilisé les enfants par rapport à jeter les ordures ménagères, en fait, les ordures, surtout les plastiques, dans des poubelles. Et ça a été vraiment une expérience. Et on a aussi amené quelques plants, surtout les plants locaux comme le baobab, le zaban, le jujube, le caïcédra. On a aussi démontré au fait l'importance d'avoir un environnement au fait boisé. Et aussi, quelles sont les propriétés de ces arbres au niveau de l'environnement sur la santé humaine aussi.
D'accord. Et actuellement, on est en train d'élaborer des modules de formation pour les formateurs. Je pense que c'est essentiel de former au fait certains enseignants dans certaines structures scolaires pour les permettre à eux au fait de véhiculer le message, de sensibiliser et de protéger au fait l'environnement. Oui, tout à fait. C'est ce que disait David aussi tout à l'heure dans sa présentation, l'importance de former les professeurs parce qu'après, ils peuvent transmettre, c'est en quelque sorte une croissance un peu exponentielle. Les professeurs ensuite vont transmettre à des dizaines, voire des centaines d'enfants à travers leurs cours. Oui. Donc effectivement, l'importance Exactement. de la formation des professeurs. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a Allô? d'autres qui veulent Allô? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Boadi Angama Paulin. Je suis au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural en Côte d'Ivoire. Et je travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement, ici également dans un projet appelé PNCC, Programme national de lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, tout à l'heure, je viens d'un atelier sur la finance climatique. Voilà. Maintenant, pour la question de l'éducation, de mon point de vue, j'aurais souhaité que déjà, on arrive à former d'abord les formateurs, ensuite intégrer peut-être un programme au niveau du curricula dans les écoles primaires, voire les écoles de l'agriculture aussi, dans les grandes écoles, pour qu'ensemble, nous puissions avoir une idée nette de ce que des manifestations du changement climatique. En réalité, les gens, même dans le monde rural en Côte d'Ivoire, les gens ont une connaissance de la manifestation du changement climatique. Mais il faut vraiment inculquer cela, à mon avis, à l'ensemble, je dirais, de la population et plus particulièrement former, je dirais, les formateurs pour un meilleur encadrement. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, encore une fois, oui, l'importance d'intégrer ces enjeux dans les curricula scolaires. Est-ce que vous savez si en Côte d'Ivoire, il y a des éléments d'éducation au changement climatique dans les curricula déjà ou pas? Alors, pour le niveau de l'école, au niveau de l'école primaire, là, je ne crois pas, je n'ai pas connaissance. D'accord. Voilà ce que je dirais. D'accord, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer? Il y avait aussi la question de savoir quels sont un peu les acteurs clés de l'éducation et de la formation au changement climatique en Afrique. Est-ce que vous connaissez des ONG ou des gouvernements locaux, des villes, des régions ou des États qui mènent des projets intéressants en termes d'éducation et de formation au changement climatique sur le continent africain? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Bintou Diarra. Enchanté, merci. Je vous en prie, je suis journaliste de formation et aussi je travaille comme Abibatou dans l'ONG Malifox Center. Comme elle a eu à le dire, nous travaillons surtout dans tout ce qui concerne les changements climatiques, l'environnement et la résilience face au changement climatique. Et dans cette optique, nous avons l'habitude d'organiser des causeries débats, des débats dans lesquels nous discutons de tout ce qui concerne le changement climatique pour une meilleure sensibilisation de la population. Et aussi, il y a de l'interactivité. On cherche très souvent les experts qui peuvent donner vraiment des chiffres clés concernant le changement climatique. Et comme ça, il y a les jeunes aussi qui viennent, qui posent des questions, ainsi de suite. Et bon, en ce qui concerne s'il faut déjà former les étudiants, les enfants dès le bas âge, moi je me dis le véritable problème, c'est au niveau des gouvernants. J'ai souvent l'impression qu'en Afrique, nos décideurs, ils minimisent à souhait les conséquences du changement climatique.
c'est bien beau de former les enseignants, que les ONG se mettent à le faire. C'est vrai, comme en Mali Folk Center, nous le faisons. Nous essayons d'apporter notre brique à l'édifice national. Mais sauf que s'il n'y a pas un modèle proprement dit qui a été élaboré par le gouvernement ne décide pas de mettre les modules du changement climatique, de l'environnement. Les gens ne le prennent pas au sérieux la plupart du temps. Quand on approche souvent les localités, les communautés, ils sont assez réticents, ou bien elles sont assez réticentes parce qu'elles se disent que si c'était aussi intéressant, le gouvernement pouvait les intégrer dans les écoles. Je me dis que le vrai problème, ça doit venir de là, sinon ça va être vraiment difficile à passer. Ça, c'est une question très intéressante que vous soulevez et que personnellement, à Climate Change, on a aussi, et notamment avec cette coalition éducation, qui serait par exemple de quelle priorité, à qui donner la priorité, qui former en priorité au changement climatique. Est-ce que c'est les professeurs ou est-ce que en fait, ça pourrait pas être les élus Exactement. ou les administrations qui ont les clés en main pour après aller porter des politiques publiques systémiques et intégrer les enjeux du changement climatique dans les politiques publiques. Donc, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont un avis sur ça, sur la priorité à donner en termes de formation au changement climatique? Est-ce qu'une coalition comme la coalition Climate Change aura plus d'impact en formant des professeurs ou en formant des élus, par exemple des élus locaux de villes ou de régions? Moi, je pense que les élus peuvent mieux décider ce genre de choses que les élèves ou les professeurs, au fait. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. gens qui veulent réagir sur cette question? Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur l'ensemble de ce qui a été dit depuis le début de cette discussion, que ce soit au début tous ensemble ou là dans cette discussion de sous-groupe, qui veulent parler aussi de leur expérience en termes d'éducation au changement climatique? Donc je vois que plus personne ne souhaite s'exprimer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur le rôle que pourrait avoir la coalition Climate Change, sur les besoins, les enjeux de l'éducation au changement climatique en Afrique? N'hésitez pas, hein, le but là de cette discussion, c'est de faire une discussion informelle sur des partages d'expériences, des retours de terrain. Donc n'hésitez pas à prendre la parole pour partager un peu vos avis, vos expériences. Alors, je vois que plus personne ne souhaite s'exprimer. On va bientôt, de toute façon, revenir en séance plénière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Voilà, donc on va retourner tranquillement dans le groupe avec tout le monde.
revenu. On a été donc on n'a pas fini, mais bon, on a presque abordé l'essentiel des sujets. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est que dans chaque sous-groupe, alors je ne sais pas si vous avez déjà désigné dans chaque sous-groupe quelqu'un pour faire une restitution ou si c'est le modérateur ou la modératrice qui s'en charge. On fait donc une petite restitution de pas plus de 3-4 minutes sur ce qui a été dit dans le sous-groupe à tout le monde. On peut commencer par ton sous-groupe, Marc Diouf. J'ai pris les notes, alors je pense que c'est à moi de restituer. Parfait, merci beaucoup. Oui, Marine, s'il te plaît, merci. Je pourrais te compléter au besoin. Oui. J'espère en tout cas que je vais restituer ce qui a été dit dans notre groupe. Nous, on a commencé un peu par définir des publics cibles si jamais des projets se mettaient en place. Alors moi, je les ai différenciés, les publics cibles et les acteurs à mobiliser. Dans les publics cibles, on a parlé des enseignants et des élèves qui découlent de l'accompagnement des enseignants. Et après, on a identifié des réseaux d'acteurs à mobiliser, que ce soit les collectivités locales pour permettre l'identification des écoles, etc., que ce soit les ministères au niveau national, mais aussi après leur déclinaison décentralisée en fonction de comment ça se met en œuvre dans les différents pays. Les communautés et notamment les parents des enfants, parce que du coup, c'est à travers eux aussi que les projets se mettront en place. Et le secteur privé pour un peu essayer de les sensibiliser parce qu'ils ont souvent des impacts et des effets sur l'environnement et sur le climat. Et donc, de comment mieux les sensibiliser pour avoir des impacts en découler par rapport à ça. Sur les besoins de projets d'éducation au changement climatique, il y avait toute la partie connaissances, compétences, comment transmettre les compétences, les connaissances, comment outiller aussi les gens pour appréhender ces questions, comment créer des outils didactiques, pédagogiques qui puissent répondre et qui ne soient pas que de la théorie. Des lieux d'expérimentation, comment on expérimente ces projets, est-ce que c'est dans l'école, est-ce que c'est en dehors, est-ce qu'on crée des espaces particuliers pour mener ces échanges? Et enfin, un besoin de ressources financières, ce qui va nous amener aussi comment est-ce que la coalition Climate Change autour de l'éducation au changement climatique peut avoir un rôle pour faciliter tout ça. Il y a un rôle de cartographie d'acteurs et de mise en réseau. Comment est-ce qu'on travaille plus ensemble? Comment est-ce qu'on échange plus ensemble? Comment est-ce qu'on partage plus nos expériences et nos bonnes pratiques? Comment est-ce que des projets sont mis en avant pour permettre de capitaliser et d'aider d'autres à les dupliquer ou les répliquer dans leur propre pays? Comment la coalition peut aussi accompagner les structures membres à mieux repérer les ressources financières, y avoir accès et ainsi pouvoir développer leurs projets. Et un dernier point qui était un point aussi important, qui est un point de plaidoyer, comment est-ce que tous ensemble on peut mieux communiquer sur ce qu'on fait pour que ça ait un impact auprès des décideurs politiques et auprès des gouvernements pour que les projets soient ensuite repris directement au niveau national et ne soient plus qu'à échelle très locale. Voilà, si j'ai à peu près Oui, c'est très fidèle à nos discussions. Je vais juste ajouter le temps que ça demande. Un collègue a parlé de 5 ans parce que c'est quand même un processus assez long, voilà, qui demande une maturation, qui demande tout un travail. Voilà, donc il faut compter en tout cas un processus qui peut durer sur 5 ans, de la phase de réflexion, conception à la phase de mise en œuvre. Voilà, merci Marine. Merci beaucoup pour cette restitution. Est-ce que quelqu'un du groupe anglophone veut faire une restitution de ce qui s'est dit? Bonjour à tous. Comme la majorité des participants sont francophones, je vais peut-être parler en français. En tout cas, dans le groupe anglophone, on était très, très peu nombreux. Par contre, il y avait un très, très clair intérêt pour toutes les activités de la coalition.
et de climate change. Et puis, notamment un des participants qui travaille à l'Université internationale à Nairobi, dont le focus, c'est la biodiversité et le changement climatique. Et puis, il a insisté sur l'alignement de cette université avec les accords multilatéraux et internationaux, et comme ils sont vraiment très intéressés à s'engager auprès de la coalition pour unir les forces à la fois de leur côté au milieu universitaire avec l'enseignement des enseignants, justement. C'est de là justement où commence ce travail de transmission, c'est avec les enseignants. Donc, l'inclusion justement d'une éducation au changement climatique avec les enseignants en premier lieu. Voilà, je ne sais pas si Sandrine, tu souhaiterais rajouter quelque chose ou les autres participants d'ailleurs. Vous entendez? Je pensais avoir mon micro off. Juste si Monsieur Botti veut intervenir, ils ont insisté sur ce qu'on dit en anglais de policy making, donc de travailler aussi pour que ça rentre au niveau de mettre en place des politiques vraiment à un certain niveau, donc vraiment pour que ça soit applicable et transférable. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Bodzi? I confirm your synthesis. It is very important to link, and this one is our action plan of the International University Network on Cultural and Biological Diversity. I am the international coordinator and visiting professor at the University of Nairobi. So linking education, science, policy, and society community. This one is our strategy and methodology, and our mission is to support a scientific, academic, voluntary support all the initiatives around education on climate change and biodiversity. It is an holistic approach. We need to approach climate change with the biodiversity perspective. We need to approach biodiversity issues with the climate change perspective, including all the other multilateral environmental agreements scope. International policy is very, very important because if we are discussing now here is because of international policy. It is an institutional value chain, and for example, all the donors study, first of all, the policy agendas, and second, they design their own policy. Just an example. Ministries of Education, ministries of university, or Ministry of Science follow the national policy. The national policy is aligned with the international policy. So we should work on these issues. We work at the grassroots level, very, very grassroots level with the communities and students. At the same time, we follow the international United Nations meetings and agenda. Thank you so much. Thank you very much for these very interesting remarks. Merci. Juste pour compléter sur ce qui s'est dit dans mon sous-groupe, au début, il y a des personnes qui ont pris la parole pour souligner l'importance de projets de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles, comme le fait de planter des arbres. Voilà, les actions de reboisement, ça peut aussi permettre de créer des environnements boisés agréables qui du coup sont des premières manières de sensibiliser les enfants à l'importance des arbres et puis après éventuellement de leur parler de changement climatique. Le tri des déchets, la pollution plastique, c'est des actions comme ça qui finalement n'ont pas forcément tout le temps des impacts en termes de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre, et pourtant qui peuvent être des premières étapes pour les enfants pour après s'intéresser aussi au sujet de changement climatique. Et dans un deuxième temps, on a discuté un peu des cibles pour la formation au changement climatique.
où on parlait de est-ce qu'il faut former des professeurs ou alors des formateurs qui vont eux-mêmes former des professeurs, ou alors aller carrément sur de la formation d'élus qui après, eux, peuvent à la fois implémenter des politiques en faveur de l'éducation au changement climatique, mais aussi intégrer les enjeux du changement climatique dans leur politique publique. Donc voilà, il y a eu un peu cette question à laquelle il faudra réfléchir dans le cadre de nos projets avec la coalition Climate Change. Je vois que M. Fall est dans l'assistance. Est-ce qu'il voudrait prendre la parole pour parler du projet de Green Campus avec le coude? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai bien suivi le débat. Moi, j'avais un problème de timing parce que j'ai rejoint la réunion tardivement. Pas de problème. Je Est-ce pense que vous oui. pourriez en 2-3 minutes nous expliquer un peu plus le projet de campus vert mené par le coude? Voilà, comme dans la vidéo, avec le nouveau directeur Maguetsen, il a créé pour la première fois un département, comme nous l'avons dit, un département de l'environnement subdivisé en deux services. Maintenant, plus particulièrement, il y a un service qui s'occupe de la gestion des espaces verts. Et qui dit espace vert, dit arbres, dit végétaux. Tout le monde sait que ce sont ces arbres-là qui absorbent le dioxyde de carbone, le CO2, gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement planétaire. Et ces mêmes arbres-là produisent de l'oxygène qui nous permet de respirer. Et voyant cela que notre université, notre campus social, le centre des œuvres de l'Université de Dakar, se trouve au cœur de Dakar, et nous avons voulu, en quelque sorte, créer ce que l'on appelle un poumon vert, le Green Campus. Et pour permettre, ce Green Campus-là va permettre, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, participer à la lutte contre le réchauffement climatique, parce que qui connaît Dakar, c'est que Dakar, vraiment, avec les voitures, avec les industries, et on a essayé de créer quelque chose qui peut vraiment participer, minime qu'il soit, à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, avec le directeur, il pense aujourd'hui à ce que l'on appelle un campus vert. Qui dit campus vert, qui dit bâtiment vert. Qui dit bâtiment vert, dit un milieu vert. Et au-delà même des végétaux, au-delà même de l'espace vert que nous créons, nous pensons aujourd'hui à faire de l'énergie solaire. Ça, c'est un objectif. Nous pensons aujourd'hui à utiliser des lampes intelligentes dans les pavillons où habitent les étudiants. Nous pensons aujourd'hui à faire de recyclage de l'eau et à prendre l'eau des pluies. Ça aussi, c'est dans le but de créer même des bâtiments verts au sein du campus. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Et bon courage dans vos travaux pour faire du coup un campus vert. On a eu beaucoup d'exemples de projets à la fois dans le premier temps de cette séance et aussi en discutant en sous-groupe. C'était très intéressant de voir un peu la diversité aussi des profils et des personnes qui ont assisté à cet atelier. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie en particulier les panélistes qui nous ont partagé
leur expérience. Merci beaucoup en particulier à David pour cette présentation très intéressante et très instructive sur le changement, l'éducation au changement climatique et les enjeux que peuvent soulever ce type de projet. Et ben, je crois qu'on va conclure la réunion ici. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve demain pour la suite du sommet Climate Change Afrique 2021. Merci à tous. Merci aussi à Gabriel. Gabriel, thank you so much for your help. Pleasure. Merci. Okay, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée.